Le président. Veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. Cet après-midi, la Chambre entendra la déposition du témoin TCW 694. Huissier d'audience, veuillez faire entrer dans le prétoire ce témoin ainsi que son avocat. Le président. Bon après-midi, monsieur le témoin. J'ai quelques questions à vous poser initialement. Comment vous appelez-vous? Réponse. Je m'appelle Sung Sikun, alias Kung ou Ton. Question. Monsieur le témoin, veuillez marquer une pause après ma question. Veuillez attendre que le voyant rouge s'allume. Ainsi, votre réponse pourra être enregistrée. Quelle est votre date de naissance? Réponse. Je suis né le 15 décembre 1936. Question. Où résidez-vous actuellement? Réponse. Actuellement, j'habite dans le village de Kabal Spin, subdistrict de Malai, district de Malai, province de Banteay Meanchey. Question. Quel est votre métier actuellement? Réponse. Je suis retraité. Question. Quel est le nom de votre père? Réponse. Sung Ka. Il est décédé. Question. Et le nom de votre mère?
Réponse. Nous, reine. Elle est aussi décédée. Question. Comment s'appelle votre épouse? Réponse. Tang Hui Eng. Question. Combien d'enfants avez-vous? Réponse. Ma femme actuelle a un enfant. Question. Qu'en est-il des enfants nés de votre précédent mariage? Réponse. J'ai eu 4 enfants de mon premier mariage. L'un d'entre eux est décédé. Question. Monsieur Sung Si-keun, d'après les indications du greffe, vous n'avez aucun lien de parenté, par le sang ou par alliance, avec l'une quelconque des parties, qu'il s'agisse des parties civiles ou de l'un quelconque des accusés, Nuon Chea, Ieng Sari et Kyo Sampan. Ces informations sont-elles exactes? Réponse oui. Question. Selon les indications du greffe, vous avez déjà prêté serment le 1er août 2012. Est-ce exact? Réponse oui. Le président. Monsieur Sung Si-keun, la Chambre va vous informer des droits et devoirs qui sont les vôtres en tant que témoin. En cette qualité, vous avez la possibilité de ne pas répondre à des questions susceptibles de vous amener à vous incriminer. Autrement dit, si vos observations ou vos réponses pourraient vous exposer à des poursuites, vous n'êtes pas obligé de répondre. Par le biais de l'unité d'appui aux témoins et experts, un avocat a été mis à votre disposition afin de vous aider à exercer vos droits et vos devoirs devant cette Chambre. Est-ce que vous comprenez les droits qui sont les vôtres? Réponse oui. Le président. En plus de ce droit, vous avez l'obligation de déposer devant la Chambre. Il vous incombera de répondre aux questions que vous poseront les juges et les autres parties à la procédure. Et ce, hormis dans les cas où vos observations ou vos réponses risqueraient de vous incriminer, comme je l'ai déjà indiqué. Vous devrez dire la vérité concernant ce que vous avez vu, entendu ou vécu, personnellement, en ce qui concerne les événements. Et ce, en réponse aux questions des parties ou des juges. Monsieur Sung Si-keun, avez-vous été entendu par des enquêteurs du bureau des juges d'instruction? Réponse. Oui, j'ai été entendu 2 fois, en 2007 et en 2009, devant les co-juges d'instruction. Le président. Combien de fois avez-vous été entendu par les co-juges d'instruction? 2 fois? Réponse. Oui, 2 fois. Question. À quel endroit ces auditions ont-elles eu lieu? Est-ce que vous vous en souvenez? Réponse. C'était ici même, dans cette enceinte. Question. Est-ce que les auditions ont eu lieu dans les locaux des CETC?
Réponse, oui. Question. Avant de comparaître devant la Chambre, est-ce que vous avez lu ou examiné les procès-verbaux d'audition établis par les enquêteurs, et ce, dans le but de vous rafraîchir la mémoire? Réponse, oui. J'ai lu mes déclarations. Question. D'après vos souvenirs et les informations qui sont en votre possession, les procès-verbaux d'audition que vous avez lus reproduisent-ils fidèlement les propos que vous avez tenus devant les enquêteurs? Réponse, oui. Le président, merci. La Chambre informe l'accusation de ce qui suit. Dans le cadre de la déposition de ce témoin, c'est l'accusation qui va commencer. Veuillez patienter. L'huissier d'audience a informé la Chambre du fait qu'en raison de vos problèmes de santé, vous deviez régulièrement vous rendre au lieu d'aisance. Si vous voulez y aller, veuillez l'indiquer à la Chambre. Essayez de le faire après avoir donné votre réponse et non pas entre la question et la réponse, de façon à ne pas interrompre le fil des questions et réponses. Vous n'avez pas à vous occuper d'allumer et d'éteindre votre micro. Les services techniques s'en chargent. Si vous souhaitez aller aux toilettes, vous n'avez qu'à lever la main et à en informer la Chambre. Nous avons également préparé un post-it de couleur jaune. Vous pouvez l'utiliser pour attirer l'attention de la Chambre au cas où vous souhaiteriez vous rendre aux toilettes. Nous comprenons que cette situation est due à votre âge avancé. La parole est à l'accusation. Chandra Rasmei, bon après-midi, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, bon après-midi à tous. Bon après-midi, Monsieur Song Sikon. Je m'appelle Chandra Rasmei, je suis substitut du procureur au CETC. J'ai quelques questions à vous poser. Après quoi, mon confrère international enchaînera. Concernant votre nom tout d'abord. Le pseudonyme que vous venez de mentionner à l'intention du président était celui de Kung et celui de Ton. Quand avez-vous commencé à employer ces pseudonymes? Réponse. Le pseudonyme Kung a été utilisé quand je me suis rallié au Parti communiste du Cambodge à Malai. C'est le nom par lequel j'étais appelé à Malai et Pailin. Pour ce qui est du nom de Ton, c'était mon pseudonyme révolutionnaire, celui que j'utilisais à Korkong. Question. En plus des pseudonymes de Kung et Ton,
Avez-vous d'autres pseudonymes révolutionnaires? Réponse non. Question. Pourquoi utilisiez-vous les pseudonymes de Kung et Tun à l'époque de la Révolution? Réponse. Kung et Tun sont deux mots qui veulent dire la même chose. Ils veulent dire éternel en khmer. C'est Yang Tirit qui m'a donné le nom de Kung, qui veut dire éternel, Kung Wung en khmer. Durant la période de résistance, j'ai employé ce pseudonyme et j'ai survécu. Je l'ai mentionné dans mon livre. Question. J'ai constaté que dans les documents, les cadres Khmer Rouge étaient appelés par différents noms et pseudonymes. Pourquoi fallait-il employer différents pseudonymes à l'époque du mouvement révolutionnaire? Réponse. C'est facile à comprendre. À l'époque du mouvement révolutionnaire et de la résistance, c'était compliqué. Les cadres se déplaçaient d'un endroit à l'autre. Et une fois arrivés à un nouvel endroit, ils choisissaient un nouveau pseudonyme afin d'éviter d'être débusqués par l'ennemi. C'était un principe du mouvement du PCK, à savoir qu'il fallait préserver le secret. Si l'on gardait le secret, nous avions déjà remporté la victoire à 50%. Question. Je passe à autre chose. Il s'agit de votre parcours jusqu'au mois d'avril 1975. Premièrement, concernant votre instruction, où êtes-vous allé à l'école? Réponse. Je suis allé au lycée Prea Sihanouk dans la province de Kompong Cham, district de Chlong. Ensuite, je suis allé dans un autre lycée à Chlong. Après quoi, je suis allé au lycée Prea Sihanouk à Kompong Cham et au lycée Kampuchea Bot à Phnom Penh. Par la suite, j'ai étudié au lycée Sisowat à Phnom Penh. Après ça, je suis allé étudier en France. En 1957, j'avais reçu une bourse du gouvernement français. J'y ai étudié l'aviation civile. À l'époque, j'ai aussi passé des examens dans l'enseignement secondaire à Paris. Après ça, j'ai étudié à l'université de la Sorbonne à Paris. J'ai obtenu un diplôme de littérature française et ensuite une maîtrise dans la même matière. Par la suite, je suis devenu
membre candidat dans le cadre de certaines études politiques en France, mais j'ai dû abandonner. Ça, c'était en 2004 parce que j'ai dû subir une opération du cœur. Question. Durant vos études en France ou au Cambodge, ou les deux, avez-vous jamais participé à des activités politiques? Si oui, dans le cadre de quel parti politique? Réponse. Alors que j'étais à l'école, dans le district de Chlong, j'avais un directeur qui était aussi mon professeur. C'était au Sarun et j'habitais chez lui. Il était directeur du Parti démocrate dont le symbole était une tête d'éléphant. Je suis donc entré dans ce parti quand j'avais 13 ou 14 ans. Je suis entré dans le groupe de la jeunesse et je militais pour le Parti démocrate. Par la suite, j'ai intégré le mouvement populaire de Son Ngoc Tan. À l'époque, j'ai essayé d'échapper à l'arrestation. Je me suis enfui dans la jungle à Kompongspeu pour ne pas être arrêté par le gouvernement. J'étais avec Chang Raksay, le prince. Après les accords de Genève, alors même que auparavant, je devais me livrer à des travaux. J'ai obtenu mon diplôme au lycée Kamchabot, puis je suis allé étudier au lycée Sisawat à Phnom Penh. Le président. Cette personne est ici en tant que témoin et pas en tant qu'accusé. Veuillez vous limiter aux faits mentionnés dans l'ordonnance de clôture. Sinon, les réponses vont sortir de ce cadre. Voilà près d'une demi-heure que vous avez commencé l'interrogatoire et pratiquement rien n'a été dit qui s'inscrive dans les paramètres de l'ordonnance de clôture. Question. Avez-vous rencontré Ieng Sary avant les événements d'avril 1975? Réponse. J'ai rencontré Ieng Sary après son retour de la France. Si je me souviens bien, c'était début 57. À l'époque, j'ai voulu entrer dans le cadre de mouvement de militants clandestins, dans le cadre du PCK. Mais à ce moment-là, le mouvement était encore secret.
J'ai séjourné à l'ancienne association des étudiants près de la rue Pasteur. Ieng Sary m'y a rencontré. Et Ieng Sary a accepté ma demande de devenir membre clandestin du mouvement de résistance. Question. Quand vous étiez en France, est-ce que votre famille était associée au cercle d'études marxistes? Réponse. Le 19 octobre 1957, alors que j'étais en France, Ieng Sary m'a envoyé une lettre pour la remettre à Khieu Samphan à Paris. Je me souviens bien qu'à l'époque, Khieu Samphan avait été hospitalisé. À la cité de l'Université internationale de Paris. J'ignorais la teneur de cette lettre, mais après l'avoir reçue, Khieu Samphan m'a accepté en tant que membre du cercle des étudiants marxistes à Paris. Question. Dans quel but est-ce que le cercle des étudiants marxistes-léninistes a été créé? Réponse. Comme l'indiquent les documents, les fondateurs étaient Ieng Sary, Toussamout et Keng Van Sak. C'étaient les trois fondateurs. Question. Quel était l'objectif principal de ce cercle marxiste-léniniste? Réponse. Je ne sais pas bien quel était l'objectif de ce cercle marxiste-léniniste, mais dans la pratique, je sais que l'objectif premier consistait à étudier la doctrine marxiste-léniniste. Deuxièmement, ce mouvement visait à préparer la création d'un parti. Prenons par exemple la discipline, la vie quotidienne. Afin de pouvoir devenir des communistes. Question. Pourquoi êtes-vous entré dans ce cercle marxiste-léniniste? Réponse. Je suis né dans une famille de paysans pauvres. Je pensais à ma mère qui ne pouvait même pas s'habiller correctement pour aller au temple. J'ai pensé aux conditions de vie qui avaient été les nôtres au fil des ans. Nous n'avions pas assez pour manger, nous devions emprunter à d'autres. Cette colère est toujours vive en moi et ça a commencé dès mon enfance. À l'époque, le pays était soumis à la domination française. Il était sous la coupe d'un régime qui, certes, n'était pas, à proprement parler, un fantoche des Français, mais qui servait les Français. Et dans ma colère, je voulais trouver les moyens de contribuer à la libération de mon pays pour la débarrasser
de la domination française. C'est pour ça que je suis entré au Parti démocrate avec le prince Sisowatiti-Wong qui en était président à l'époque. Cela dit, le Parti démocrate n'a pas réussi à répondre à mes aspirations de justice sociale. C'est la raison pour laquelle je me suis tourné vers la doctrine communiste, marxiste, léniniste, pour pouvoir sauver mon pays des mains du régime d'oppression et de colonisation. C'est ainsi que je pensais lorsque j'étais jeune, mais ce n'est plus ma pensée actuellement. Le président. Les questions doivent correspondre aux paramètres fixés dans l'ordonnance de clôture. Or, les informations que vient de donner le témoin sont sans rapport avec ces paramètres et ne sauraient donc avoir quelque valeur probante que ce soit. Des questions de ce type ont déjà été posées par les co-juges d'instruction. Ici, nous sommes à la phase du procès afin de recueillir des preuves relatives aux faits allégués à l'encontre des accusés dans l'ordonnance de clôture. Éviter de traiter le témoin comme si c'était un accusé. Le coprocureur, merci Monsieur le Président. Avant de passer à un autre sujet concernant le Front d'Union nationale du Kampuchea, j'ai posé ces questions préalables pour comprendre les liens entre les origines du témoin et ces questions. Mais je passe maintenant à mes questions concernant le Front d'Union nationale du Kampuchea. Monsieur Sikoun, pourriez-vous, dans la mesure du possible, nous parler des activités du FUNC en Chine? Avez-vous participé à ces activités? Réponse: oui, en effet. J'ai participé à la mise en place du FUNC en Chine. J'étais élue par la Réunion comme le secrétaire du comité central du Front. Question: qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre ce front? Réponse: le Front d'Union nationale du Kampuchea a été créé suite au coup d'État du général Lon Nol, qui a renversé le dirigeant légitime, à savoir le prince Norodom Sihanouk. Et le front a été créé dans le but de nous libérer du joug de Lon Nol. C'était ainsi que nous souhaitions nous libérer. Question: à quel moment avez-vous rejoint le FUNC? Le Front uni national du Kampuchea a été créé à la demande du prince Norodom Sihanouk le 23 juin
correction, le 23 mars 1970, nous avons convenu tous ensemble de l'établissement du FONC. J'ai été élu en tant que représentant de l'Union des étudiants. Nous avons appuyé la présidence du prince Norodom Sihanouk, qui était à Pékin à l'époque. Question. Est-ce que votre adhésion au FONC était volontaire ou avez-vous été forcé? Réponse. J'ai rejoint ce mouvement volontairement. L'Union des étudiants khmer a été fondée par des étudiants progressistes et nous avons volontairement décidé de rejoindre le front. Nous étions de jeunes étudiants patriotiques qui se préoccupaient du sort de notre pays. Question. Est-ce que M. Ieng Sary a animé des réunions pour le FONC à Pékin? Réponse. M. Ieng Sary était à Pékin non pas en tant que dirigeant du FONC, mais en tant que représentant du parti du mouvement de la résistance au Cambodge. Donc, il représentait le mouvement cambodgien. Question. Dans quelles circonstances avez-vous adhéré au Parti communiste du Cambodge? Réponse. Je suis devenu membre de plein droit du PCK en 1971. Question. Avez-vous participé à une cérémonie d'adhésion au PCK? Et si tel était le cas, qui a présidé cette cérémonie d'adhésion? Réponse. La cérémonie s'est tenue chez M. Ieng Sary dans sa maison à Pékin. La personne qui s'est portée garant afin que je puisse rentrer dans le parti. En fait, j'avais deux garants. Je ne sais plus, je crois qu'il s'appelait M. Kechun et Chun Prasit. La cérémonie était présidée par M. Ieng Sary. Question. Avant d'adhérer au PCK, aviez-vous dû faire preuve de certains comportements ou prises de position afin d'être accepté en tant que membre du parti? Réponse. Bien, pour répondre à cette question, je devrais remonter un peu en arrière parce que ce mouvement était un mouvement de résistance politique au Cambodge à cette époque. La résistance regroupait des membres progressistes du parti ainsi que des personnes âgées, et j'emploie le terme âgé
non pas de manière péjorative, mais simplement en raison de leur grand âge. Et il y avait un désaccord en ce qui concernait le Viet Minh, la résistance vietnamienne. Il y avait des partisans de Son Ngoc Thang qui refusaient de rejoindre le Viet Minh et qui estimaient que la résistance vietnamienne était apparentée à la résistance face à la France. Nous, de notre côté, étions convaincus que nous, les Vietnamiens, les Cambodgiens et les Laotiens, avaient un seul ennemi commun, les Français. Donc nous devions rejoindre nos forces pour lutter contre cet ennemi commun et travailler dans l'égalité, dans la fraternité contre les Français. Ensuite, le mouvement s'est scindé en deux. D'un côté, il y avait le mouvement populaire dirigé par Sen Ngoc Thang et de l'autre côté, il y avait le mouvement de Lon Nol appuyé par les Américains. Ça, c'était une branche du premier mouvement. Ensuite, il y avait un autre mouvement fondé par des intellectuels et ont étudié en France, y compris M. Chung Mong, Geng Vang Sak. Question. Le PCK parlait à certains moments des ennemis du parti. Comment identifiait-on des ennemis du parti et comment les différenciait-on des ennemis de façon générale? Réponse. Monsieur le Président, je n'ai pas compris la question. Le coprocureur. Je vais répéter ma question, Monsieur le Président. Pourriez-vous nous dire quelles étaient les différences entre les ennemis du PCK et les ennemis du peuple cambodgien? D'après ce que disait le PCK, qui étaient les ennemis? Vous avez dit que il y a beaucoup de choses qui sont précisées dans les statuts du PCK, mais pourriez-vous nous dire comment on identifiait et classifiait l'ennemi? Réponse. Les ennemis du PCK, à cette époque, étaient les impérialistes américains. Et leurs représentants à l'intérieur du pays. C'était la première catégorie d'ennemis. Deuxième catégorie, les propriétaires terriens et tous ceux qui soutenaient les impérialistes américains. Il y avait des nationalistes fidèles au pays qui n'étaient pas considérés comme des ennemis du PCK, mais d'autres, c'était des alliés des impérialistes américains. Question. Lorsque M. Ieng Sary était à Pékin, quelles étaient ses fonctions? Réponse. Il représentait le mouvement interne du pays. Il représentait la résistance
en Chine. Et il s'était rapproché du prince Norodom Sihanouk afin d'unir toutes les forces à l'intérieur et à l'extérieur du pays pour poursuivre la résistance et libérer le pays du gouvernement de la République khmère qui, lui, était appuyé par les impérialistes américains. Question. Est-ce que le PCK avait des représentants à l'étranger au mois d'avril 1975? Réponse. Je me souviens qu'il y avait un représentant du PCK pour le nord du Vietnam et aussi pour le Cambodge, c'était M. Ieng Sary. Question. Qui représentait les Nord-Vietnamiens à Pékin à cette époque? Réponse. C'est tout ce dont je me rappelle. Je sais que M. Ieng Sary représentait le PCK pour le Vietnam du Nord et à Pékin. Je n'en sais rien d'autre. Question. Quand est-ce que Ieng Sary est revenu à Pékin? Il s'est rendu au Cambodge et puis il est rentré à Pékin. À quand remontait son dernier voyage à Pékin avant son retour au Cambodge? Réponse. Monsieur le Président, je souhaiterais que le procureur précise sa question parce qu'il s'est rendu en Chine à plusieurs reprises et je ne comprends pas très bien de quelle période il parle. Le co-procureur, merci. Monsieur le Président, je passerai sur cette question. Je vais en poser une autre. J'aimerais me référer à l'agence khmer de l'information, le AKI. Avez-vous participé aux activités de l'AKI, l'agence khmer de l'information? Entre 1970 et 1974, avant mon retour au pays, je représentais le AKI en Chine. Question. Qui était le chef du bureau de l'information à cette agence? Réponse. Honnêtement, je ne sais pas. Je sais seulement que cette agence, ou plutôt que des informations à ce sujet m'arrivaient de Hanoï depuis l'ambassade du Vietnam du Nord qui les envoyait à Pékin. Question. Qu'en est-il du bureau d'information du FUNC? Qui était le chef du bureau d'information du FUNC? Réponse. À Pékin, c'est moi qui dirigeais ce bureau. Question. Et quelles étaient les fonctions de ce bureau d'information du FUNC? Réponse. Il s'agissait d'une organisation qui diffusait des informations provenant du front, des champs de bataille,
ainsi que concernant des activités diplomatiques visant à appuyer le mouvement du FUNK et du GRUNC, présidé par le prince Norodom Sihanouk. Question. Qu'en est-il de l'AKI? Quel était le rôle de l'agence AKI au sein du FUNK ou par rapport au FUNK? Réponse. Le AKI n'avait pas de lien avec le FUNK. Je ne sais pas très bien, mais cette organisation n'était pas nommée par un bureau politique du FUNK. Question. Est-ce que le AKI jouait un rôle quelconque dans le mouvement du PCK? Réponse. Pour ce qu'il y a des rôles de l'AKI, les rôles n'étaient pas différents de ceux du FUNK. Il s'agissait de diffuser des informations concernant le mouvement, les activités diplomatiques et de trouver un soutien à l'étranger pour se battre contre les impérialistes américains et leurs représentants au pays. Question. J'aimerais parler de votre période en France et de ce que vous avez appris et entendu. Avez-vous observé des Cambodgiens vivant à l'étranger et qui s'étaient ralliés au PCK alors qu'ils étaient là-bas? Réponse. Le PCK n'avait pas été créé à cette époque. Quand j'étais en France, il n'y avait pas d'informations sur la mise en place de ce parti, mais il y avait d'autres organisations qui regroupaient les émigrés khmers installés en Europe. Il y avait le cercle marxiste-léniniste et il y avait l'Union des étudiants khmers présidée par M. Khieu Samphan. Des étudiants et des intellectuels nous soutenaient massivement en Belgique, dans les pays, différents pays européens et également en Russie. Question. Vous avez dit qu'il y avait des bulletins. Est-ce que ces bulletins étaient envoyés dans des pays étrangers et pour quelles raisons, si c'était le cas? Réponse. Les bulletins étaient envoyés en France, ça c'est certain, parce qu'après l'établissement du FUNK, il y avait un bureau en France. Nous l'appelions le bureau de mission du FUNK à Paris, ou la mission du FUNK à Paris. Monsieur In Sikan et Aung Sukun dirigeaient ce bureau. Question. Dans les bulletins de l'AKI, ou concernant ces bulletins, avant qu'ils soient publiés, pourriez-vous nous dire qui était le rédacteur qui vérifiait le contenu des textes
avant de les publier. Réponse. Mon groupe préparait les textes et ils étaient ensuite vérifiés par des gens du bureau politique du FUNC. Il y avait Chun Mom et Chun Proset. Le coprocureur, je vous remercie. Au bureau d'information du FUNC et au sein de l'AKI, dans ces deux organisations, donc qui avait le pouvoir de prendre des décisions concernant la politique de rédaction ou de diffusion. Réponse. Personne ne prenait de telles décisions. L'objectif était de relayer des informations aux autres. Nous rassemblions des informations concernant l'intérieur, concernant les activités diplomatiques de différentes ambassades à l'étranger. Toutes ces informations étaient rassemblées et présentées sous forme de texte pour être imprimées et publiées 2 fois par semaine. Question. Est-ce que le prince Norodom Sihanouk et son groupe ont, à un moment ou un autre, participé à la diffusion de ces informations? Réponse. À cette époque, c'est le prince qui dirigeait. Donc, tout ce que le prince souhaitait voir imprimé, il fallait l'imprimer. Nous n'avions nullement l'intention de lui cacher quoi que ce soit. Notre politique était de ne retenir aucune information que le prince souhaitait publier. Question. Qui étaient les dirigeants du PCK qui participaient à ces questions d'information? Réponse. À ma connaissance, aucun d'entre eux n'y ont participé. Ieng Sary n'avait rien à voir avec l'information. Question. Qui avait la plus haute responsabilité en ce qui concerne les textes publiés par le AKI? Réponse. Monsieur le témoin. Monsieur le Président, dit le témoin, je souhaiterais que le coprocureur précise sa question. Vous me demandez qui avait la plus haute responsabilité. Eh bien, c'était moi, juridiquement, parce que j'étais le directeur de la publication de l'AKI, mais on peut aussi dire qu'il y avait le bureau politique du FUNC, donc Chung Mong ou Chung Proset, le coprocureur. Merci, Monsieur le Président, le témoin a déjà répondu à ma question. Pendant votre séjour à Pékin, quelles étaient vos autres fonctions? En plus d'assumer la direction du bureau d'information du FUNC. L'interprète se reprend. La réponse du témoin est en plus d'assurer la direction du bureau d'information du FUNC. J'étais membre du FUNC en Chine. J'étais responsable de la sécurité. Question.
À l'époque, au sein du PCK, qui était responsable des forces militaires? Réponse, je n'en sais rien. Question. Durant votre séjour à Pékin, avez-vous jamais fait office d'interprète au service des dirigeants? Réponse, non. Ils traitaient avec les Chinois uniquement et les Chinois avaient leur propre interprète qui travaillait vers le Khmer. Question. Avez-vous jamais accompagné des dirigeants dans leur déplacement à l'étranger? Réponse. Je les ai accompagnés en Afrique, en Roumanie, dans d'autres pays, avec le prince Sihanouk, avec Hingsari, et plus tard, en 1974, j'ai aussi participé à un voyage en Afrique, en Albanie, en Yougoslavie, avec Sampan. À l'époque, il était vice-premier ministre et commandant en chef. Question. Vous dites avoir été chargé de la sécurité au fond. Dans ce cadre, quelles étaient vos tâches? Réponse. À l'époque, il y avait peu d'activités. Nous étions en Chine, c'était un pays souverain. Mais les Chinois ne se mêlaient pas des affaires des Cambodgiens. Et ça pouvait avoir un impact sur la sécurité en Chine. Par exemple, en 1971, Kai Chim, le fils de Keomer, à l'époque ambassadeur en Chine, Kai Chim donc, était garde du corps pour le roi Sihanouk lors de sa visite dans une fabrique d'armes dans la province du Xinjiang, en nord de la Chine, et Kaohsiung a donné des informations sur l'emplacement de cette usine à l'ambassade italienne en Chine. Les Chinois en ont obtenu la preuve, et sans le Funk, il aurait été arrêté parce qu'il y avait des preuves de divulgation de l'information. Ils nous ont donc contactés pour régler cette question de sécurité. En tant que comité du Funk en Chine, nous avons décidé d'arrêter Kao Chim et de l'interroger. Par la suite, la haute direction du gouvernement chinois a décidé de le relâcher. Par ailleurs, il y a eu un autre incident en 1972. La princesse Kosamak était malade, elle a été hospitalisée en Chine. Notchim accompagnait la princesse et il a transmis des informations secrètes aux autorités
britannique à Hong Kong, ce qui portait atteinte à la sécurité intérieure du gouvernement chinois. La Chine nous a demandé de régler le problème et nous avons donc décidé de l'arrêter et de l'interroger. Comme dans le cas de Cao Chim, il a été relâché. Question. Concernant l'arrestation des personnes, en tant que membre du PCK, avez-vous jamais pris des décisions concernant l'arrestation de membres du PCK? Est-ce que vous étiez habilité à prendre ce genre de décision? Réponse. J'aimerais que le coprocureur apporte des éclaircissements sur la date. Le coprocureur. Ceci renvoie aux événements d'avant avril 1975. En tant que responsable de la sécurité, est-ce que vous étiez habilité à prendre des décisions et à ordonner l'arrestation d'un membre du PCK? Réponse. J'étais responsable de la sécurité dans le cadre du FUNC. Je n'étais pas habilité à procéder à des arrestations dans le rang du PCK. Question. Au sein du FUNC, étiez-vous habilité à décider de l'arrestation de certains membres du FUNC? Réponse. En tant que responsable de la sécurité, je n'avais pas cette prérogative. Le FUNC en Chine avait un président. Il y avait un président pour tout le pays. C'était le prince Yanouk. Je n'avais pas cette autorité. Question. Qui vous a encouragé à vous charger de ce rôle au sein du FUNC? Réponse. Le général Dong Som-hol, apparemment, il était âgé, il m'avait pris en amitié, il m'a chargé de ce rôle. En général, je ne décline pas les demandes qu'on me fait. Et en outre, en matière de sécurité, ce rôle n'était pas très important en Chine. Je n'ai rien. Je n'ai rien d'un playboy. Le président. Nous allons suspendre les débats jusqu'à 15 heures. Huissier d'audience, veuillez apporter votre assistance au témoin et à son avocat et les remet dans le prétoire pour 15 heures.